Plus de 400 millions de personnes dans le monde, dont 20 000 en Côte d'Ivoire, souffrent de maladies mentales. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée ce 10 octobre, l'accent est mis sur la prise en charge des malades. Comment mener à bien son année scolaire, une préoccupation pour élèves et parents d'élèves à laquelle répondent des spécialistes dans cette édition. Un attentat suicide a fait ce jeudi au Yémen, plus de 40 morts et plusieurs dizaines de blessés. Vous suivez en ce moment le journal sur RTI2. Bonjour à tous. 400 millions, c'est le nombre de personnes dans le monde atteintes de troubles mentaux ou souffrant de problèmes psychosociaux. Pour sa part, la Côte d'Ivoire compte environ 20 000 cas de traumatisme psychique et le centre psychiatrique de Bingerville accueille en moyenne 120 malades par jour. La Journée mondiale de la santé mentale est célébrée ce vendredi 10 octobre. Au cours de cette journée commémorée depuis 1992, l'objectif est d'éduquer et sensibiliser le public sur la prise en charge des malades mentaux. En bref et en image également, ce 10 octobre marque la journée internationale contre la peine de mort. C'est l'occasion pour la Coalition mondiale contre la peine de mort d'attirer l'attention sur les préoccupations particulières rencontrées par les détenus ayant des problèmes de santé mentale et risquant une condamnation à mort ou une exécution. En ce moment, au Palais des Sports de Trècheville se tient le Salon international de l'alimentation et de l'art de vivre, une plateforme offerte aux acteurs du secteur agro-industriel. Ils exposent donc jusqu'à demain samedi leurs différents produits et leur savoir-faire. Ce salon, qui est à sa première édition, est ouvert au grand public, c'est ce que nous disent Siaka Kone et Serge Koléa. Ce premier salon international de l'alimentation et de l'art de vivre est une plateforme d'échange entre différents acteurs du secteur agro-industriel ivoirien. Une cinquantaine d'exposants vont présenter leurs réalisations dans les domaines de la production, de la transformation, de la distribution et de la promotion des produits agricoles et agro-industriels. À l'instar des personnalités présentes, le ministre du Tourisme, Roger Kakou, a salué l'initiative des organisateurs. Selon lui, ce salon va contribuer à la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Tourisme, industrie alimentaire et l'art de vivre sont extrêmement liés dans la mesure où la qualité et la gamme variée de produits agroalimentaires apportent une plus-value considérable à l'offre touristique d'un pays. La Côte d'Ivoire est riche de son sol et de son climat, très favorable à une production agricole efficiente. Pour le commissaire général du Salon international de l'alimentation et de l'art de vivre, il s'agit donc d'une opportunité offerte à la jeunesse ivoirienne et aux acteurs du secteur agro-industriel de répondre présents au rendez-vous de l'émergence 2020. Le Salon international de l'alimentation est la plateforme qui va s'instaurer désormais en Côte d'Ivoire pour promouvoir le secteur agroalimentaire, le secteur de l'agro-business et puis mettre en valeur tous les acteurs de ce secteur. Ce salon est un salon qui vient à point nommé. Et nous qui sommes en charge de la décentralisation en ce qui concerne les conseils régionaux, je pense que ce secteur est pourvoyeur d'emplois. Projection de films sur le patrimoine culturel ivoirien et visite des stands ont animé cette cérémonie d'ouverture qui a enregistré la participation d'opérateurs économiques venus d'autres pays d'Afrique. Le reportage de Siaka Kone était plutôt commenté par Serge Gongoma. Vous le savez, les élèves ont repris le chemin de l'école depuis le mois dernier, tous avec un même objectif, réussir son année scolaire. Un vœu en tout cas cher aux élèves, mais aussi aux parents d'élèves. Alors question, comment s'y prendre pour mener à bien son année académique? Christelle Hunda et Serge Koléa ont rencontré pour vous des spécialistes en la matière. Ils sont nombreux, ces élèves qui ont repris le chemin de l'école, une nouvelle année scolaire, avec certainement des défis à relever. Il convient donc de se préparer avec soin afin d'éviter les précédents échecs et améliorer son rendement. Volonté et travail sont les valeurs que devront acquérir ces élèves afin de réussir leur année scolaire. Cela commence par le premier jour de classe. Il faut que les enfants aient une certaine organisation du travail. Parce que il y a des enfants qui ne sont pas organisés sur le plan du travail. Il faut s'organiser, c'est très important. Je leur dis de prendre au sérieux le travail. Une fois ils sont entrés, le travail a commencé comme ça. Dès le départ, une fois vous prenez les choses à bras le corps et que vous suivez de façon régulière jusqu'à ce que la fin de l'année arrive, vous allez réussir.
Réussir son année scolaire, c'est s'investir dans son travail, c'est aussi un travail d'équipe. Les parents, à leur tour, doivent créer un cadre propice aux études et encourager leurs enfants à suivre quotidiennement leurs activités scolaires. Il faut s'assurer que moi, en tant que parent, j'ai payé en fait le nécessaire pour l'enfant. Et l'encadrement, c'est maintenant. Il faut veiller à ce que l'enfant révise régulièrement ses cours. La réussite de l'enfant dépend de la collaboration entre le parent et l'enseignant, je veux dire, et l'école. Quand on crée un climat favorable à l'épanouissement, l'enfant il est à l'aise et puis il ne peut que donner de bons résultats. Enfin, réussir son année scolaire, c'est faire preuve d'honnêteté, c'est fuir la facilité. Ce reportage était une fois encore commenté par Serge Gongoma. Une assistance judiciaire et des consultations juridiques gratuites pour les personnes vulnérables. Le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, en collaboration avec le barreau ivoirien, viennent de relancer l'activité. Le point de Pargassoro Koné. En Côte d'Ivoire, plus de la moitié des femmes ignorent leurs droits. En milieu rural surtout, seulement 10% de ces femmes connaissent quelques notions du droit selon ONU Femmes. l'ONG Terre, avec le soutien technique et financier de Search for Common Ground, a initié une campagne de sensibilisation sur les droits des femmes. Cette large campagne a débuté par le village de Golikro, commune de Bouaké. De nombreuses femmes sont venues des villages environnants pour s'informer sur leurs droits, mais également sur leurs devoirs, notamment le choix du domicile familial et le devoir de respecter son mari. Zadi Alice, directrice régionale de Pro-Justice, a axé son intervention sur le mariage. La juriste a informé les femmes que seulement le mariage civil est reconnu par le droit et donne des prérogatives à la femme. Nous avons fait un résumé des droits de la femme en général. Nous avons surtout profité pour montrer aux femmes qu'elles ont des droits. Et quand quelqu'un a des droits, il doit les exercer, il doit les revendiquer. La directrice régionale de Pro-Justice a insisté également sur l'héritage lié au mariage civil. Pour elle, selon le droit, la femme n'hérite pas directement de son mari. Les femmes, même parler à la justice souvent, elles ont des problèmes. Elles disent qu'elles n'ont pas d'argent. Elles pensent que sans argent, on ne peut pas se rendre à la justice. Des fois même tu as raison, mais tu ne sais pas comment faire pour connaître ton droit. Et aujourd'hui, on a vu que la femme aussi a un droit. La mairie de Bouaké a encouragé les initiatives de l'ONG Terre et exhorté les populations rurales à régulariser leur situation matrimoniale. Cette campagne de l'ONG Terre va s'étendre à de nombreux villages de la commune de Bouaké. Vous venez plutôt de suivre le reportage sur les séances de sensibilisation des femmes rurales sur leurs droits et devoirs. Revenons au redémarrage de l'assistance judiciaire et des consultations juridiques gratuites pour les personnes vulnérables avec Pargassoro Koné. Narcisse est étudiant. Dans le cadre des consultations juridiques gratuites au palais de justice d'Abidjan Plateau, il décide d'approcher l'un des avocats de permanence. On estime que consulter un avocat, cela nécessite vraiment de moyens importants. Quand j'ai appris cela, je suis venu, j'ai dit c'est une opportunité pour pouvoir exposer un problème. Il m'expose d'abord les faits. Et au vu de ça, moi, en tant que professionnel du droit, je qualifie juridiquement les faits qu'il m'aura exposés. Et au vu de cette qualification juridique, je lui donne des voies pour solutionner son problème. Initié par le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques en partenariat avec le barreau ivoirien, ces consultations visent à améliorer et à faciliter l'accès aux droits et à la justice au bénéfice des catégories les plus défavorisées. Et que le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, très soucieux de la santé judiciaire de ses citoyens, a cru bon mettre à leur disposition ce service gratuit. C'est pour eux que cette convention a été signée. Il est important que ces personnes-là viennent consulter, viennent s'offrir ces services-là gratuitement. Ce sont environ 300 dossiers de flagrants délits par an, à raison de 3 dossiers par audience et par semaine qui seront pris en charge. Pendant 3 ans, à compter du mercredi 8 octobre, les populations pourront gratuitement consulter des avocats tous les mercredis après-midi à la salle des pas perdus du palais de justice d'Abidjan Plateau et à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan Maka. Financé par l'Union européenne, ce projet permettra la construction de la maison des avocats à Abidjan à hauteur de 197 millions de francs CFA.
Sachez en bref que c'est ce vendredi que le comité Nobel norvégien a attribué le prix Nobel de la paix à la Pakistanaise Malala Yousafzai et à l'Indien Kailash Satyarthi pour récompenser leur lutte en faveur de l'accès de tous les enfants à l'éducation. Les élections présidentielles en Bolivie vont se dérouler le dimanche prochain 12 octobre. Evo Morales est candidat à sa propre succession. Le président sortant brigue un troisième mandat avec une large avance sur son opposant principal, l'homme d'affaires Samuel Doria Medina. C'est à El Alto, la grande cité dortoir qui domine La Paz, qu'Evo Morales a fait son dernier meeting de campagne. El Alto, où la population se reconnaît essentiellement comme indigène, est venu acclamer le premier président amérindien d'Amérique latine qui brigue un troisième mandat. Pour eux, la présidence d'Evo Morales est une revanche historique. Avec des accents anti-américains habituels chez cet ancien producteur de coca qui a rompu avec les États-Unis, il a fait un bilan positif de ses derniers mandats. Maintenant, sans ambassadeur des États-Unis, sans base militaire nord-américaine, sans l'agence antidrogue des États-Unis, nous sommes dans une meilleure situation politique, démocratique et surtout dans une meilleure situation économique. Face à lui, une opposition affaiblie et divisée qui n'est créditée que de 18% des intentions de vote pour l'homme d'affaires de centre-droit Samuel Doria Medina et de 9% pour l'ancien président libéral Jorge Quiroga. Evo Morales, quant à lui, écrase ses adversaires dans les sondages avec 57 à 59% des intentions de vote. Il faut dire que l'économie bolivienne va bien avec une croissance économique de 5%, une des plus fortes de la région. Evo Morales a mené une politique de nationalisation des hydrocarbures. Parallèlement, il a réduit les injustices sociales avec des allocations familiales, un minimum vieillesse et une hausse des bas salaires. Une politique qui est même applaudie par la Banque mondiale. La Bolivie, au cours de cette décennie, a diminué son taux de pauvreté de plus de 60 à 40%. Son taux d'extrême pauvreté de 40 à 20%. Si elle continue dans cette voie, la Bolivie va réussir à éliminer l'extrême pauvreté avant l'objectif fixé par la Banque mondiale. Certains électeurs dénoncent cependant un système électoral totalement contrôlé par des proches du pouvoir et des ressources de l'État mises à la disposition du candidat Evo Morales. Celui-ci n'a même pas daigné participer au débat de campagne avec ses adversaires, déclarant qu'il n'avait qu'à débattre avec leur grand-mère. Un casque bleu pakistanais tué et 8 autres blessés lors d'une embuscade près de Bangui contre un convoi de la mission de l'ONU en République centrafricaine. Il s'agit du premier casque bleu de la MINUSCA tué depuis le déploiement de la force onusienne dans le pays. Sanaa, la capitale du Yémen, a été frappée ce jeudi par un attentat suicide. L'explosion a fait au moins 43 morts et des dizaines de blessés. Le Yémen compte ses morts, 47 au moins dans un attentat commis jeudi à Sanaa, un bilan qui devrait s'alourdir. Un homme aurait déclenché une ceinture d'explosifs alors qu'il s'approchait d'un barrage tenu par des combattants houthis proches des chiites. Les houthis contrôlent une partie de Sanaa, la capitale. L'attentat ressemble à ceux planifiés par Al-Qaïda dans la péninsule arabique, un mouvement qui considère les houthis comme hérétiques. 20 soldats ont également été tués dans 2 attaques dans l'est du Yémen. Enfin, Kobané, la 3e ville kurde, est toujours sous le feu des combats. Les djihadistes ont réussi à y pénétrer malgré les raids des forces kurdes. Les djihadistes progressent à Kobané. Ils contrôlent maintenant un tiers de cette ville syrienne à la frontière de la Turquie. Malgré la résistance des combattants kurdes, les membres du groupe État islamique s'imposent grâce à leur armement. Les États-Unis ont reconnu que leurs frappes aériennes ne suffiraient pas à sauver Kobané, mais ils ne parviennent pas à convaincre Ankara d'intervenir. Si les djihadistes conquièrent Kobané, ils contrôleront une large bande de territoire en continu le long de la frontière entre la Syrie et la Turquie. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à tous de votre aimable attention. Je serai encore avec vous demain pour d'autres informations.